Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc moi je vais vous parler d'actualité dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en lien avec les deux précédents congrès que j'ai eu l'occasion de suivre et où j'ai eu l'occasion de présenter. Le premier, ça va être sur des actualités cardiologiques un peu en hotline, on va dire, de l'ESC. Puis après, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au JIFICAT, qui est notre congrès annuel de l'insuffisance cardiaque. Donc moi, je travaille en région parisienne, au CHU de Bicêtre, et effectivement, je suis présidente du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Alors, du coup, je vais commencer, je vais essayer de me mettre en présentation grande présentation. Donc, le première actualité que je voulais vous partager suite donc à au congrès de l'ESC, c'est une actualité sur le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, en fait, vous savez, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée a un traitement qui est rentré dans les guidelines, un traitement de fond qui repose donc sur les glyphosines. Et puis, en fait, donc il faut traiter la congestion. En fait, la nouveauté de l'actualité l'ESC, c'est l'apparition d'un ARM, donc la finérénone, qui est en fait un antagoniste des minéralocorticoïdes qui va être testé dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée et préservée, dans une étude randomisée en double aveu contre placebo avec des patients qui avaient un NT-proBNP élevé et qui avaient des anomalies structurelles échographiques, pour lequel on regardait en fait après un traitement de fond, dans un cadre d'insuffisance cardiaque symptomatique, l'apparition de décès cardiovasculaires et d'événements liés à l'insuffisance cardiaque. Ils ont été suivis pendant 32 mois. Et vous voyez, en fait, il y a une répartition principalement de patients avec une fraction d'éjection entre, on va dire, 40 et 45 et 50, 50%. Donc, peu de patients avec une fraction d'éjection normale. Donc, les résultats sont tout à fait intéressants puisque pour la première fois, l'essai est très nettement positif en faveur de la jonction d'un antagoniste des minéralocorticoïdes dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou modérément réduite, à la fois sur le critère d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et sur le critère principal qui était un critère combiné, mais globalement, principalement, une action privilégiée sur la diminution des hospitalisations pour ce traitement, avec une amélioration en parallèle aussi, un effet positif sur l'amélioration de la qualité de vie chez les patients insuffisants cardiaques. Donc, dans notre panel de prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on peut aujourd'hui ajouter en fait un antagoniste des minéralocorticoïdes dans la prise en charge, en plus du traitement par glyphosine et des traitements diurétiques pour améliorer le pronostic de nos patients et leur qualité de vie. Juste pour vous, donc pendant l'ESC a été aussi présentée cette méta-analyse qui justement retraçait à la fois l'histoire des minéralocorticoïdes au travers des époques depuis les années 90-2000 avec en fait les premiers essais, donc Raël Sanfazis, puis Top 4 et enfin Fine Art. Donc, juste pour vous dire que Raël Sanfazis, c'était dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, où en fait, ces deux études, même si c'était il y a quand même quelques décennies, enfin, quelques temps, montraient finalement une amélioration du pronostic dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Comme vous le savez, l'essai Top 4 n'emportait pas complètement la conviction dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, sous réserve que, après réétude des résultats, finalement, on voyait que les populations qui avaient été incluses aux États-Unis et en Russie n'étaient pas tout à fait les mêmes patients et que chez les patients américains qui présentaient très nettement des signes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, un phénotype très caractéristique, eh bien,
les ARM étaient positifs pour la diminution du critère réhospitalisation ou décès. Et enfin, Feinart est tout à fait positif pour l'utilisation des ARM dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et donc, vous voyez, tout au long du spectre du traitement chez nos patients insuffisants cardiaques, que ce soit de fraction d'éjection réduite, modérément réduite ou préservée, chez des patients qui gardent une fonction rénale, donc attention, hein, garder en fait un DFG supérieur à 30 ml par minute et l'absence d'hypercalémie, enfin un potassium qui reste inférieur à 5, puis en fait vous voyez en fait une bonne tolérance et une efficacité de ces traitements ARM. Là, je pense que un des messages aussi importants de cet ESC, c'est la publication de l'étude RECHEP-HF2, qui était en fait une soi-disant un tie-break, en fait, le troisième étude pour regarder l'efficacité du MitraClip, troisième étude randomisée chez des patients insuffisants cardiaques avec une insuffisance mitrale fonctionnelle, cliniquement significative, pour savoir l'intérêt de l'instauration d'un MitraClip en plus d'un traitement médicamenteux pour observer des effets sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou les décès cardiovasculaires. Eh bien, vous voyez, en fait, effectivement, dans RECHEP2, on a un effet positif du MitraClip dans cette population. À noter qu'il y a eu beaucoup de discussions sur quels étaient le profil des patients. Est-ce que c'était plutôt des patients coaptes ou des patients MITRA-FR? Effectivement, en fait, on voit que les patients de RECHEP2, c'était plutôt des patients coaptes, c'est-à-dire avec vraiment très sévères, avec en fait des fuites des VG très dilatés pour lesquels en fait la fraction d'éjection était très diminuée et en fait on voit un effet un effet positif du MitraClip pour réduire le critère principal d'analyse chez ces patients. Alors, on a parlé aussi dans l'ESC de l'intérêt de l'implantation d'une dispositif de réparation de la valve tricuspide par voie percutanée dans le traitement d'insuffisance tricuspide sévère chez des patients qui avaient en fait, c'est des patients qui avaient en fait une insuffisance tricuspide, surtout sur dilatation du ventricule droit. Et en fait, ces patients qui étaient, donc c'était 300 patients, NYHA 2 à 4, qui étaient stables et inéligibles pour une chirurgie. Il y avait à noter qu'il y avait 15% de pacemakers ou défibrillateurs avec une insuffisance tricuspide très sévère, confirmée par une échographie et encore lab avant inclusion, en fait, bénéficiait surtout sur les symptômes de l'implantation d'un dispositif de réparation de valve tricuspide par voie percutanée de type TEER, donc une amélioration des symptômes sans effet malheureusement sur les réhospitalisations et les décès dans cette population, mais bon, voilà, chez des patients qui sont de toute façon difficiles à traiter, donc voilà, peut-être un intérêt de la réparation de la valve tricuspide par voie percutanée avec TRIFR. Ensuite, il y a eu aussi une étude très intéressante qui a été publiée sur le sujet de l'amylose ATTR. Donc, le premier essai morbimortalité qui testait en fait les RNAi. Donc, en fait, ce sont des inhibiteurs de synthèse de TTR par le foie, donc en fait une diminution de la production de la molécule, la protéine qui se met dans le myocarde, dans les amyloses. En fait, l'essai a été réalisé sur 655 patients, placebo versus vutrisiran. Et vous voyez qu'en fait, chez des patients qui étaient quand même assez sévères, en fait 2000 de NT-proBNP, et qui avaient dans un tiers des cas déjà des GLT2 et dans 20% des cas du tafamidis, eh bien, on a constaté un effet positif de l'adjonction du vutrisiran sur la morbimortalité dans cette population, avec une efficacité
après 6 à 9 mois de traitement, vous voyez. Donc, vous voyez aussi l'importance de détecter les patients avec une amylose cardiaque à TTR précocement pour pouvoir les traiter rapidement, puisqu'en fait, il y a une dégradation du pronostic et une survenue d'effets délétères de la maladie assez rapidement. Et donc, en fait, pour utiliser ces traitements qui sont des inhibiteurs de la synthèse de la TTR hépatique, eh bien, en fait, il faut instaurer le traitement précocement. Voilà, vous voyez aussi un effet à la fois sur les hospitalisations et sur la mortalité. Voilà, donc un premier essai de morbimortalité positive pour cette nouvelle classe thérapeutique du vutrisiran qui reste néanmoins sous une prescription hospitalière. À noter que les patients étaient parfois traités par Tafamidis, qui lui est accessible en fait en pharmacie de ville, qui en fait était un effet positif aussi dans le sous-groupe de Tafamidis, avec un effet par ailleurs positif sur l'amélioration de la qualité de vie, le test de marche et diminution du NT-proBNP. Donc en fait un signal très positif pour une nouvelle classe de molécules dans le traitement de l'amylose ATTR. Alors, je vais passer un peu vite sur les comorbidités. Juste pour vous dire, en fait, parce qu'on en a parlé pas mal au sein du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie et que l'hiver arrive, on a regardé en fait l'effet de la grippe et des infections dans l'insuffisance cardiaque. Donc, comme vous le savez, les deux principales causes de décompensation cardiaque chez un patient insuffisant cardiaque, c'est les troubles du rythme et une infection. Et en fait, on voit très nettement dans cette étude observationnelle qui a été faite chez des patients qui étaient inclus dans un registre danois rétrospectif que très nettement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque sont très nettement liées avec les variations de grippe et de pneumonie saisonnière. Et j'en viens à vous montrer les résultats de cette étude qui a été réalisée dans notre groupe par François Rouby et son équipe de Montpellier, qui montre que quand on stimule les médecins par mailing pour les inciter à vacciner les patients contre la grippe ou le pneumocoque, enfin là, en particulier, c'était une vaccination, voilà, une stimulation pour vacciner les patients. Et bien, en fait, vous voyez qu'en fait, les médecins qui sont stimulés pour la vaccination ont plutôt tendance à vacciner les patients, et cela peut donc avoir un effet bénéfique sur la diminution des grippes et la diminution de ce fait des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc, pensez à vacciner vos patients contre la grippe et le pneumocoque et éviter les hospitalisations en lien avec ces infections. Juste une autre étude Cocorico où on était assez content de cette publication à l'ESC, cette présentation. Donc, c'est un de nos collègues de Toulon qui nous a montré les résultats de Phileas. La question, c'était de savoir si l'HAD était intéressante dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, en fait, c'était une discharge. Donc, les patients sortaient d'hospitalisation précocement et les patients étaient suivis en HAD par une cellule d'HAD qui en fait avait des protocoles pour agir, pour adapter les patients en ville et titrer les traitements. Et en fait, l'intérêt de cette étude, donc on voit qu'en fait, pour les patients inclus dans l'HAD, donc c'est la courbe bleue, vous voyez que finalement, vous n'avez pas du tout de surmortalité ou de réhospitalisation sur un suivi de 7 mois, et au contraire, plutôt une amélioration, ça c'était pas marqué, mais c'est une amélioration de la qualité de vie chez ces patients, avec une amélioration puisque les patients étaient plus rapidement rentrés chez eux, plus rapidement à domicile. Et donc, en fait, tout ça va dans le sens d'un suivi à domicile rapproché. Ça va aussi dans le sens finalement d'utilisation de la télémédecine pour gérer les alertes et éviter les hospitalisations, les gérer, comme vous a dit Thomas, finalement plutôt sur des consultations d'urgence pour adapter les thérapeutiques et agir plus vite pour éviter que le patient se dégrade plus et soit de ce fait hospitalisé. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Il me reste un peu de temps, donc je vais pouvoir juste pour vous donner aussi des éléments sur une autre étude sur l'amylose ATTRR et l'intérêt et comment traiter nos patients. En fait, on se pose depuis les effets positifs des ISGLT2 à la fois dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et préservée, on s'est posé la question de savoir est-ce que les ISGLT2 pouvaient être intéressants aussi pour traiter les amyloses ATTR. Eh bien, en fait, c'est une étude qui est encore sur un faible effectif mais qui est néanmoins une étude prospective chez des patients qui étaient tous traités par tafamidis. Eh bien, en fait, on voyait que les glyphosines étaient très nettement, alors qu'il y avait un petit échantillon, dans cette étude, était très nettement associé à une diminution des hospitalisations et de la mortalité chez les patients avec une amylose ATTR. Donc, vous voyez que finalement, enfin, on avait déjà un signal plutôt positif dans cette population de patients avec amylose, mais un essai de grande ampleur ou des études un peu plus approfondies sur cette classe thérapeutique dans l'amylose pourraient être intéressantes. Alors, ensuite, je vais vous reparler de notre... Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ce truc qui disparaît. C'est bien dommage. Donc, juste, je vais arrêter. Je vais juste vous montrer juste comme ça. Hop. Donc, je vais quitter le diaporama juste pour montrer voilà, la slide et repartager mon écran. Voilà. Est-ce que vous revoyez mon écran ? Alors, juste pour vous indiquer que donc moi je fais partie du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. J'ai été élue présidente. Je suis très contente d'animer ce groupe. Si vous êtes très intéressé par l'insuffisance cardiaque, on organise tous les ans des journées interprofessionnelles à la fois médicales, paramédicales, et en fait on reprend un petit peu toute l'actualité, mais aussi les pratiques, et en fait on souligne un peu les sujets un peu brûlants, je dirais, sur les prises en charge d'insuffisance cardiaque en France. Et c'est pour ça qu'en fait, on attire de plus en plus de monde. On avait plus de 700 personnes qui sont venues nous visiter en fait à Caen, avec un programme très très intéressant. En fait, juste pour vous dire, par exemple, là, je vous donne un petit peu des idées sur disons, les hotlines ou les choses importantes qu'on a discutées pendant ce congrès. En fait, c'est un congrès qui se veut très interprofessionnel et surtout pour du partage d'expériences. Et donc, on a beaucoup parlé de cette année de télésurveillance et de comment implémenter la télésurveillance chez nos patients au sein de notre pratique. Quels sont les points positifs, quels en sont les freins, et comment améliorer en fait l'implémentation de la télésurveillance en France. On a aussi beaucoup parlé des nouveaux métiers d'infirmière qui sont passés en droit commun. Vous savez, ces nouveaux métiers d'infirmière ISPIC, IPA, donc infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque, qui vont en fait pouvoir prendre en charge à la fois les patients insuffisants cardiaques stabilisés ou pas toujours stabilisés d'ailleurs, en consultation, soit de titration, soit pour gérer les téléalarmes, la télésurveillance. Et donc ça, c'est vraiment un nouveau métier qui va beaucoup nous aider, parce qu'en fait, nous, médecins, on est souvent un peu débordés voilà, parce qu'on a un peu trop on a beaucoup de travail, et donc du coup en fait de pouvoir s'appuyer sur une infirmière qui va avoir du temps pour s'occuper soit de la titration, de l'éducation thérapeutique ou de la gestion des alarmes, et de revoir le patient en cas de problème, et bien en fait ça va nous aider beaucoup. Et donc en fait ça y est, c'est dans le droit commun. Les nouveaux métiers d'infirmière vont s'étendre sur le territoire. Nous, on a la chance d'en avoir une à Bicêtre, et en fait, bientôt, j'espère que chaque hôpital qui s'occupe d'insuffisance cardiaque ou développe une unité d'insuffisance cardiaque pourra en profiter. Et puis, alors, on a aussi parlé d'e-santé, on a parlé d'utilisation d'intelligence artificielle au sein de nos pratiques, à la fois
en ce qui concerne la gestion d'aide au diagnostic ou la gestion d'aide on va dire d'aide à l'acquisition des images, par exemple en échographie ou en imagerie, où est-ce qu'on en est, quels sont les outils qui vont être amenés à se développer en fait dans les prochaines années. Vous voyez en fait des sujets vraiment sur l'innovation technologique en santé et en insuffisance cardiaque en particulier. Et puis, en fait, on avait un dernier hot topic, on va dire, sur l'accompagnement des insuffisants cardiaques en fin de vie. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment des actualités, je pense, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'insuffisance cardiaque, qui sont vraiment très intéressantes et à la fois interprofessionnelles. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a une prochaine session de GFICAD 2025 les 2 et 3 octobre à Poitiers, donc c'est pas loin de chez vous, c'est à 30 minutes en train je pense, ou même pas à peine 1 heure, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous êtes intéressé, je vous passerai le lien d'inscription, sinon vous pouvez suivre sur nos pages GIC qui sont présentes sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Vous aurez toute l'actualité pour vous inscrire en temps et en heure. Voilà. Ensuite, donc juste pour vous dire que on a aussi lancé dans l'actualité de l'insuffisance cardiaque et du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie un tour de France du dépistage de l'insuffisance cardiaque qui s'appelle l'étude DEPIC sous forme d'une étude. On est 22 villes en France. Et on a organisé un dépistage dans les halls des hôpitaux, donc de ces 22 hôpitaux, avec en fait détection des symptômes, donc EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, associé à un dosage du NT-proBNP au bout du doigt par un système EBMD. Donc en fait, c'est un système de biologie délocalisée, comme un dextro. Et en fait, on aura donc les résultats tout à fait prochainement et j'espère pouvoir avoir l'occasion de vous partager ces résultats sur la performance de l'acronyme et du NT-proBNP. Donc le NT-proBNP, on sait, mais en tout cas au doigt en délocalisé pour détecter les patients insuffisants cardiaques à grande échelle finalement dans une approche de dépistage. Enfin, on lance aussi une enquête. Vous pouvez demander vos flyers pour participer à l'étude romantique. Alors, c'est une étude qui est sous l'instigation de Thibaut Damy, qui regarde un petit peu, et de Benoît Lequeux aussi, qui travaille à Poitiers, qui regarde en fait l'impact de l'insuffisance cardiaque sur la vie intime des patients, à la fois donc leur vie intime, à la fois, je crois, amoureuse et sexuelle. Donc, en fait, c'est des questionnaires à faire remplir par vos patients que vous voyez en consultation. Donc, vous pouvez scanner là, les QR codes et puis télécharger, je veux dire, commander les flyers en ligne pour pouvoir faire remplir à vos patients cette enquête qui va être donc pour les patients. C'est une enquête pour les patients. Qu'on aura l'occasion on aura les occasions d'avoir les résultats en 2025. Et enfin, juste pour vous dire que quand même l'insuffisance cardiaque est au cœur de notre, disons, des préoccupations de l'assurance maladie et des pouvoirs publics, puisque après la première campagne dont je pense vous avez entendu parler à la radio, à la télé, avec le fameux clip avec le clown qui avait les jambes qui gonflaient et son petit ballon rouge, pour l'acronyme EPOF, pour que les patients reconnaissent les symptômes de l'insuffisance cardiaque, eh bien, l'assurance maladie a lancé en septembre la deuxième campagne pour les professionnels de santé plutôt et les patients malades, pour connaître les 4 bons réflexes pour remettre, disons, le cœur au bon endroit et remettre les bonnes pratiques et ce qui va permettre au cœur de s'améliorer. Donc, en fait, faire de l'exercice, prendre son poids régulièrement, ne pas trop saler et observer ses traitements. Et donc, vous pourrez voir les films qui seront disponibles aussi, je pense, sur les médias. Voilà, tout ça pour vous dire que l'insuffisance cardiaque, c'est un sujet important et qui est d'actualité aujourd'hui encore plus que
je pense, de plus en plus au cœur de ce qui nous concerne. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter ces actualités et des éléments sur le fait qu'on s'occupe de la télésurveillance en France et que c'est vraiment un sujet important pour mieux traiter nos patients. Merci de votre attention.